Amis sportifs, fans de foot inconditionnel, de foot sur le grill, bonsoir. Un plaisir, un bonheur, un privilège pour nous de vous retrouver une fois de plus ce soir dans le cadre de votre messe sportive sur la chaîne de l'innovation. C'est Foot sur le grill qui démarre à l'instant et ce soir nous parlerons bien sûr de la CAF avec la candidature d'Ahmad Ahmad Recalé et nous essaierons dans ce programme de faire un bilan, un portrait craché des 4 autres candidatures. Il est vrai que c'est aujourd'hui le 11 janvier que la short list au niveau de la CAF doit sortir et le 12 mars prochain nous saurons qui des 4 candidats succédera à Ahmad Ahmad. Et puis nous parlerons bien sûr de la CAN 2020. C'est le 16 janvier prochain, le match d'ouverture qui va opposer, n'est-ce pas, le Cameroun au Zimbabwe. Dans ce programme, nous essaierons, n'est-ce pas, de nous projeter, n'est-ce pas, vers cette rencontre. Et la question que nous nous posons ce soir est celle de savoir est-ce que Martin Tungumpile peut nous surprendre au regard, n'est-ce pas, des résultats engrangés lors du pré-CHAN où le Cameroun a brillé, n'est-ce pas, avec la dernière place. Martin Tungumpile est-il en même de surprendre positivement les Camerounais? Nous essaierons aussi dans ce programme de parler, n'est-ce pas, de l'accessibilité dans les stades, du taux de remplissage et aussi nous dirons un mot sur la sécurité. Le Cameroun rassure-t-il? Voilà, mesdames et messieurs, ce qui constitue le fil conducteur de cette édition de Foot sur le grill. On se retrouve juste après cette courte transition pour accueillir mes invités déjà présents sur ce plateau. Eh bien, si vous nous prenez à l'instant, restez tout simplement scotchés. Nous sommes en direct sur Facebook, YouTube et bien sûr sur Canal 24 Télévision, la chaîne de l'innovation. À l'instant, j'accueille mes panélistes qui arrivent au compte-gouttes. Je commence avec celui assis à mon extrême gauche, Pierre Claver Ongba, analyste sportif. Bonsoir. Bonsoir Armand, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 24 qui nous suivent de par le monde et sur la toile. D'accord, un plaisir de vous retrouver une fois de plus ce soir. Au combien important. D'accord. J'accueille, n'est-ce pas, mon autre panéliste, lui, on l'appelle affectueusement le Turc camerounais, Bertrand Don, administrateur de football. Bonsoir. Oui, bonsoir Armand, bonsoir à mon co-panéliste Auguen Thaler, bonsoir à ma petite famille du côté de Alam Paris par Bolova et l'autre du côté de Moyomo Sala par Sang Menima. D'accord, merci. Et à tous nos nombreux téléspectateurs, aussi à ces internautes qui nous suivent de par le monde. D'accord. Émission interactive. Les téléspectateurs pourront réagir via le numéro qui s'affiche au bas, que la technique vous a bien affiché. Quelle affiche au bas du petit écran et bien sûr sur la toile, là, vous tapez tout simplement Canal 24 TV et vous nous aurez en direct de votre smartphone. Vos réactions, vos suggestions, vos propositions sont attendues sur ce plateau. Alors nous commençons par le premier sujet, la CAF, avec la candidature d'Ahmad Ahmad Recalé, Pierre Claver. C'était quand même osé pour Ahmad Ahmad de postuler encore, sachant toutefois qu'il est suspendu par la CAF. Maintenant, le problème se pose de savoir, est-ce que la candidature est allée avant la suspension? Ça peut se avérer que c'était... Mais là, la candidature, soyons sérieux, la candidature est allée bien avant la suspension. Elle est bien avant la suspension. Il avait déjà déclaré des mois bien avant. Donc, c'est vrai, avec les soucis juridiques, lui qui était à la tête de cette instance, il n'aurait pas pu retirer sa candidature. C'est ça que l'unité demande, mais il n'a été pas homme de la retirer. Déjà étant dans le collimateur de juridique, quelqu'un d'humble retire carrément sa candidature parce qu'il faille, parce qu'on ne peut pas postuler quand on est dans le collimateur de la justice. Ça, on le sait. Donc, non, attends. Il a été suspendu par la FIFA, oui. Mais
est-ce que la CAF pouvait lui... La CAF ne peut pas lui donner faire confiance. Ouais. Vraiment, il ne faut pas se leurrer. La CAF ne pouvait plus lui faire confiance. Déjà que la FIFA, c'est le sommet. C'est le sommet. Quand le sommet a mis un stop moving, on le respecte. Alors là, maintenant, je crois que Ahmad n'a été pas humble de comprendre que, étant déjà dans le collimateur de la suspension, sa candidature que la suspension a précédé, il fallait carrément rester là et la retirer et rester dans toute sa sobriété là où il est et en assumant pour autant sa suspension sans se faire beaucoup de stress. Alors Bertrand, vous, comment appréciez-vous le recalement de la candidature d'Ahmad Ahmad, chose tout à fait normale? Oui, moi je pense plutôt... Peut-on s'attendre à autre chose? Oui, moi je pense plutôt que c'était très normal que sa candidature soit recalée, d'autant plus que on savait déjà qu'il avait des problèmes de justice et ça se savait depuis qu'il avait été... Bon, il a quand même interjeté appel aussi. Oui, il a interjeté l'appel, mais son appel ne pouvait en aucun cas être prise en compte, avoir une dérogation avant la validation des candidatures. Donc c'était un plan qui était à dessein. On avait déjà bien préparé le coup. Et vous avez vu le timing de la suspension. Ouais. Donc vraiment, je pense quand même que les carottes étaient cuites. Les carottes étaient cuites. Même parce que, comme nous le disions, qu'il a déposé la candidature avant et qu'il avait déjà... près de la moitié, plus de la moitié des pays africains qui étaient déjà une quarantaine, et il était d'ailleurs très confiant puisque à quelques mois avant sa suspension, il était bel et bien confiant. Les candidatures n'étaient même pas déclarées. Oui, les candidatures n'étaient pas déclarées parce qu'il avait déjà fini de faire sa campagne. Il avait un gros bras qui avait convaincu plus de 50 pays. Justement, le Cameroun s'était même déjà prononcé. Le Cameroun s'était déjà prononcé à sa faveur. Et voilà que patatras, truc, la suspension de la FIFA, comme vous aviez dit, posé à M. Ongba, c'est impossible. La CAF est affiliée à la FIFA. Si la FIFA vous dit halt, c'est fini. Vous ne pouvez pas revenir là pour dire que vous allez exercer. Donc voilà, il a été mis out et je pense quand même que les autres candidats qui sont là, qui sont aussi africains et qui sont... des grands Africains, ils vont nous proposer quand même quelque chose d'assez consistant pour le développement du football africain. D'accord. Avant de faire, n'est-ce pas, d'essayer de faire un portrait de ces autres candidats, le temps pour moi d'accueillir l'analyste, le consultant permanent, l'homme politique, l'ancien chercheur, M. Mfoula, bonsoir. Bonsoir Ama, bonne année à tous les téléspectateurs ainsi qu'à tous les amoureux du football. Bonne année également à tous les supporters de mon sport mythique, le canon sportif de Yaoundé. Je ne saurais terminer ce soir, bien entendu, sans penser à tous les footballeurs. Et parlant des footballeurs, au premier d'entre eux, le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. D'accord, qui a la manette. Oui, qui a la manette et ça se démontre déjà au quotidien, jour après jour. D'accord. Alors, vous, la candidature d'Ahmad Ahmad Recalé, Ahmad Ahmad Recalé à sa propre succession, quel est votre avis là-dessus? Une véritable surprise. D'abord pour deux raisons. Contrairement à ceux qui font dans le chauvinisme, moi j'ai plutôt un excellent, je ne veux pas dire un parfait bilan, mais un excellent bilan du passage du président Ahmad Ahmad à la tête de la CAF. Mais là, nous ne dressons pas le bilan, nous parlons de sa candidature. Donc, s'il fallait au moins, pour être candidat à sa propre succession, mettre en avant son bilan, je crois que le président Ahmad Ahmad aura été l'un de ceux son bilan parlerait de lui-même. Maintenant, il y a mon motion notre pomme de droit, pomme juridique. Parce qu'en droit, lorsque vous interjetez appel, on suppose ça dit que l'appel en droit est un appel suspensif. Voilà, merci. Je vous félicite d'ailleurs pour vos connaissances juridiques. L'appel a un effet suspensif. Ça signifie que c'est comme si rien ne s'est passé avant.
de contribuer à l'élection et à la réélection du président Gianni Infantino. Non, je crois qu'il y a... C'est vrai qu'on me disait que dans ce monde-là, il n'y a pas beaucoup de droits. Mais il y a quand même beaucoup de mystères. Ah oui. Ama Ahmad a droit, bel et bien, à... Mais on désarme certains pour armer d'autres. Il y a quelque chose de pas très clair qui se passe du côté de la FIFA et du côté de la CAF. Donc, en ce qui me concerne, au vu du droit, il y a un problème. L'appel a un droit suspensif. C'est ce que je voulais dire dans la première analyse. D'accord. Alors, Bertrand, écoutez, M. Foula, est-ce qu'on peut dire que les pères d'Ahmad Ahmad au niveau de la CAF ont tout simplement suivi ou ont agi par prudence, dans la mesure où ils savaient que Ahmad Ahmad avait déjà été condamné en première instance, si on peut le dire, et bien sûr qu'il est interjeté appel. Est-ce qu'ils n'ont pas prédit de l'issue finale de la procédure au regard de ce qu'avance M. Foula? Oui, au regard de ce que M. Foula avance, mais moi je voudrais juste lui dire que nous avons vu le problème Platini, nous avons vu celui de Sepp Blatter, nous avons vu beaucoup de problèmes au niveau du football. Quand vous êtes suspendu par la FIFA, quel que soit les interjections que vous pouvez donner, puisque la FIFA a une cellule d'éthique. C'est justement cette cellule qui est au-dessus de tout ce que vous pouvez faire au niveau de la FIFA. Si on vous arrête à ce niveau-là, vraiment, même si vous interjetez des appels, vous allez attendre déjà la sentence finale étant au quartier. Donc voilà ce qui s'est passé. On ne devait pas déroger cela parce que c'était à Ahmad. Il fallait qu'on maintienne la suspension. La FIFA a écrit et personne n'est venu avant les élections pour dire que la suspension ne devait pas avoir lieu. Donc voilà, et il ne peut que regarder, disons, de travers cette élection. Et en plus, M. Foula a dit quelque chose, c'est qu'il est allé flirter avec le diable. Quand vous flirtez avec le diable, à un moment, vous ne pouvez que recevoir des coups très durs. Parce que lui connaît déjà votre force de frappe. Et là, il vous prend au revers. Donc, il ne peut que se mordre les doigts. Il a fait... disons un mandat. On dit en droit nul ne peut se prévaloir. Oui. Et puis son mandat, comme le dit M. Foula, moi je ne suis pas content de ce type parce que lui il a jeté le diadème de tout un peuple camerounais à terre, même parce que ça nous a quand même permis de nous requinquer et d'avoir les 32 stades que nous avons. Mais finalement, moi je pense que ne serait-ce que l'intention qu'il a eue de pouvoir de nous malmener comme ça, moi je pense qu'il mérite ce qu'il arrive. D'accord. Ce que vient dit monsieur, donc, me reconforte dans l'idée que j'ai toujours eu que nous avons affaire à des personnes qui ne respectent rien. Ah bon? Et que c'est pratiquement des instances de non-droit. Nous ne sommes pas dans un quilombo, dans une jungle. Il y a quand même un minimum de droit, un minimum de bon sens. Si vous prenez l'éthique, c'est lui qui a parlé d'éthique. Alors lorsque vous parlez d'éthique, il faut quand même s'assurer qu'il y ait une sanction définitive qui a été prise. Maintenant, les avocats d'Ahmad sont en train de démontrer que sur la forme d'abord, je parle d'abord de la forme, il y a eu des vices. Et en droit, lorsqu'il y a vice de forme, ça entraîne la nullité de l'acte. C'est-à-dire que sur le process d'accusation, on n'aura pas respecté les règles de l'art. Ahmad n'aura pas été entendu, il n'aura pas eu la possibilité de se défendre. Maintenant, plus grave,
sur ce qu'il lui a accusé. Est-ce qu'au sein de la FIFA, la FIFA a vraiment des leçons de morale, des leçons d'exemplarité à donner à Mahamat qui, comme je le répète, parce que si on attaque à Mahamat sur les motifs qui sont évoqués, les conséquences connexes vont rebondir sur l'élection et la réélection de Gianni Infantino. Parce que si vous dites que Mahamat est corrompu, je termine par là, Ama. Ouais. S'il est corrompu, ça signifie que ce corrompu aura contribué directement et indirectement à l'élection et à la réélection de Gianni Infantino. Donc, si c'est dans le cas, on peut et on doit remettre en cause l'élection et la réélection de Gianni Infantino. Vous voyez donc que si on tente, c'est vrai qu'ils vont me dire que c'est une zone de non-droit. Ce qui est encore extraordinaire, ça signifie que la FIFA et la CAF sont dans une autre planète. Dans le cas de Blatter et de Platini, on avait au moins, la justice américaine avait fait une enquête et avait pu réunir les preuves. Dans le cas à Mahamat, on est encore au niveau de présomption, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore réussi à établir tous les faits. Il y a encore contestation. Pourquoi est-ce qu'on peut prendre une pareille décision alors qu'au niveau de la forme déjà, je ne parle pas du fond allemand, au niveau de la forme, il y a déjà des problèmes. Donc moi je crois qu'on entend, il y a d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec l'éthique en ce qui concerne le dossier à Mahamat. Il demeure pour l'instant. Il demeure présumé innocent jusqu'à ce qu'on nous démontre définitivement le contraire. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Pour des gens qui parlent surtout, pour des gens qui parlent d'éthique. Oui, d'accord. Parce que si vous voulez parler de jonglerie, je comprendrais. Mais lorsque vous parlez d'éthique, de déontologie, il faut respecter les règles de l'art. La FIFA n'est pas comment dire, la FIFA ne vit pas sur un autre monde. D'accord. La FIFA vit sur la planète Terre. Et il y a quand même un minimum de droits. D'accord. Un minimum de bon sens. Sauf que monsieur le professeur, dans cette FIFA, elle a ses lois et règlements. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Qu'il faille ne pas, quand la FIFA met un stop, elle sait pourquoi elle a mis le stop. Mais il y a un investigation. Vous ne pouvez pas dire il y a un appel. Vous ne pouvez pas dire que tout ce que vous racontez là, c'est pas comme on est dans le sport. Et restons dans l'éthique sportive parce que l'éthique sportive a ses lois et règlements qui ne faillent pas. Comment ils ne vont pas investiguer avant de frapper? D'accord. Ils ont investigué avant de frapper. D'accord. Si on disait le matin venir frapper avant la main, du coup il levait la main. Non, on a fait des investigations. Je ne veux pas jeter un pavé dans la mare. Je ne veux pas rappeler dans quelles conditions Gianni Infantino a été élu et réélu. Mais c'est tout. C'est tout. Sauf le bon sens. Sauf le droit. Sa réélection. S'il faut parler d'éthique, s'il faut parler d'éthique, faut commencer par Gianni Infantino. Parce que lui, on connaît comment il a fait pour être élu. D'accord. On a un homme de droit sur le plateau. Maître Firmet, c'est tout qui nous a rejoint. Bonsoir, maître. Bonsoir Aman, bonsoir à ton panel, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de la toile. Et une fois de plus, je m'excuse du retard, généralement c'est dû à des contraintes professionnelles parce que j'ai souvent des audiences qui s'achèvent à 16h, le temps d'arriver ici. C'est difficile pour moi d'arriver à temps. D'accord, merci. Alors, nous sommes sur la candidature d'Ahmad Ahmad qui a été recalée. C'était quand même désespéré pour Ahmad Ahmad d'espérer, n'est-ce pas, se voir candidat à sa propre succession. Oui, tout à fait, Armand. Mais j'ai entendu beaucoup de choses là depuis que je suis arrivé. Mais il faudrait déjà d'abord qu'on restitue certaines vérités et certaines réalités. Et comme le disait Pierre Claver, chaque institution a ses règles. Maintenant, quand on dit qu'il a fait appel, est-ce que l'appel au niveau de la FIFA est suspensif? Est-ce que ça suspend l'exécution de la décision?
Même, non, c'est ça qu'il faut se poser la première question. Même dans le droit camerounais, ce ne sont pas toutes les formes d'appel qui suspendent l'exécution d'une décision. C'est pas forcément parce que, non, laissez monsieur non, laissez quand vous parlez, le tas ça fait quoi? Non, laissez-moi parler, ne m'embrouillez pas. Allez-y, la FIFA n'est pas supérieure au TAS. La FIFA exécute les décisions du TAS. Au moment où ils ont pris la décision, ils ont arrivé à la conclusion. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi arriver au niveau du TAS ici. Laissez-moi que je prenne que je finisse. Quand on fait appel, l'appel ne suspend pas. Si le texte, la loi doit prévoir que l'appel suspend. Oui, mais la loi n'a pas prévu qu'on en saisissant le TAS, ça suspend l'exécution d'une décision. Même ici au Cameroun, ce n'est pas toutes les formes d'appel qui suspendent l'exécution d'une décision. Quand on rend une décision en référé, par exemple, l'appel seul ne suffit pas pour suspendre l'exécution d'une décision. Mais les autres lois, les autres où on fait appel ailleurs, c'est prévu que l'appel suspend l'exécution de la décision. Là, c'est automatique. Mais dans ce cas, ce n'est pas prévu par la loi. Laissez-moi parler. Comme vous connaissez tout, vous ne voulez pas édifier les gens. Finissez alors. Finissez. Sur la forme. Finissez. Même je reviens alors sur la forme encore, c'est encore même une grosse bavure là-bas. La forme qui est le juge de la forme du fond. Tant que la FIFA n'a pas déclaré irrecevable sur le plan de la forme, il n'y a aucune décision. Tant que le TAS. Alors il faudrait déjà qu'il y ait une décision qui dise que sur le plan de la forme, ça n'a pas été respecté. Vous ne pouvez pas être là, vous êtes une partie au procès et vous dites que sur le plan de la forme, ça n'a pas été respecté et vous dites que vous avez raison. Non. Vous avez saisi dans le TAS. Attendez que le TAS se prononce. Si le TAS se prononce en disant sur le plan de la forme, il va rejeter cette décision. Maintenant, si le TAS maintenant, si maintenant la loi, aucune règle à la FIFA nous dit que l'appel est suspendu, est suspensif de la décision, elle sera, on va l'appliquer. Maintenant, quitte à ce que, après que la décision soit rendue, on voit si on peut le réhabiliter, s'il a gain de cause, ou si on ne peut pas le réhabiliter. Mais tout part déjà de la loi, des règlements intérieurs de la FIFA. Si les règlements intérieurs de la FIFA, si les tests de la FIFA ne disent pas que l'appel au TAS suspend l'exécution d'une décision, elle ne va pas suspendre l'exécution d'une décision. Mais maintenant, quand monsieur le docteur dit qu'il y a eu un cas de jurisprudence à cette époque. Je vais vous prendre un exemple. Quand le général a fait appel au TAS ici, je fais un exemple, c'est pas une affaire de particulier, est-ce que ça a suspendu l'exécution de la décision de la fédération qui disait que le général est suspendu? C'est après la décision. C'est justement pour vous dire que l'appel est dommage. On ne mélange pas les choses. On est sur le plan maintenant de l'appel, ça va s'il est suspensif. Oui, s'il est suspensif ou pas. Maintenant, d'abord, l'appel n'est pas suspensif. Ça, c'est d'abord ça. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Si on est d'accord, voilà. Suspendu. Blaise Moussa vient de recevoir. Si on est. Ce que ça veut dire le docteur, il ne faudrait pas qu'on mélange. Quitte à ce que docteur, voilà. Quitte à ce que maintenant, quand tu vois la décision, que peut-être qu'on le réhabilite, mais l'appel là-bas n'est pas suspensif. Je pense que ce point-là, on est d'accord. Et je disais même que même au niveau du droit camerounais, c'est pas toutes les matières que l'appel seul n'est pas suffisant. Oui, je prends un exemple pour bien dire, pour te dire que c'est pas automatique que l'appel soit toujours suspensif. C'est pas automatique. Ici, par exemple, comme dans la matière de référé, l'appel seul ne suffit pas, il faut faire appel des défenses et exécutions. Quand vous êtes peut-être, on a rendu une décision, il y a une exécution provisoire, il faut faire appel des défenses et exécutions. Tu fais l'appel seul, ça ne suffit pas. Et c'est bien prévu par les tests. Donc, je voulais qu'on soit clair déjà là-dessus. Maintenant, quand on parle de la forme, qui a déjà statué sur la forme? On n'a pas encore statué sur la forme, il n'y a qu'appel. Donc c'est quand maintenant on va statuer sur la forme qu'on va dire, ok, d'accord. Donc pour dire que, quel qu'en soit le cas, même si vous dites qu'il y a eu des manigants, ils sont dans une mafia et tout, pour le moment, sur le plan procédural, je ne vois pas qui est c'est clair, il n'y a pas de vice. Bon, maintenant, s'il allait dans une jungle où lui-même s'est pris à son propre pied, là, ça l'engage. Quand on va à la mafia, il faut être sûr de pouvoir avoir les armes. Même la mafia, c'est règle. Et les règles de la mafia, c'est que si tu ne peux pas les pieds, tu peux pas les pieds. Donc, maintenant, si ce sont de ce côté-là, d'accord. Mais dans la mafia, s'ils sont dans ce sens-là, d'accord. Sur le fait que la main
Ahmad n'aura pas reçu la possibilité de se défendre. Bon. Donc, même dans la mafia, quand on vous condamne, on vous donne la possibilité. Je vais encore revenir là pour dire au docteur. Je reviens encore même sur le point que vous venez d'évoquer là. Ce ne sont pas toutes les décisions de justice qui sont contradictoires. Il y a par exemple, tu peux saisir un juge parfois de l'ordonnance sur requête. Ordonnance sur requête. Il signe l'ordonnance, il met la grosse, il tâche le cachet grosse, et c'est une décision. Maintenant, c'est à toi maintenant d'aller attaquer cela en rétractation. Mais là, c'est les procédures qui sont prévues, mais la procédure qu'on a engagée pour enlever Ahmad, est-ce que c'était prévu que ça devienne une procédure contradictoire? D'accord. C'est une décision. C'est pas que vous dire tout part d'abord des tests. Il ne faudrait pas venir là. Tout part des tests. Parce que si c'est prévu que c'était une procédure contradictoire, mais on n'avance pas qu'il était prévu contradictoire. C'est pas que laissez-moi un peu finir parce que le docteur est décidé à tout gâcher. Non. Il est d'accord avec ça. Nous sommes là pour étudier il faut dire qu'au-delà du fait que ce soit la mafia, il y a des règles. Donc ça veut dire que si c'est pas prévu, que c'est pas un jugement contraire, si c'est une décision du conseil peut-être d'éthique ou bien de quoi. Déjà qu'on l'avait déjà entendu à plus d'une reprise, et lui-même il savait qu'il y avait cette épée de Damoclès qui pesait sur lui. Si c'est prévu dans les tests que cette décision, que c'est le conseil qui se réunit uniquement sans peut-être le convoquer, ou sans peut-être que c'est une décision du président, si le président a ce pouvoir-là, comme ici je vais vous dire, le juge dans certains domaines ici au Cameroun, il y a bien les domaines bien précis, peut prendre des ordonnances sur requête, ça veut dire que tu le saisis par voie d'ordonnance, par voie de requête, et tu mets une ordonnance au bas de la requête, une ordonnance qui dit que nous, président du tribunal, autorisons peut-être tel à fermer les portes de telle chose. Ça, elle n'est pas contradictoire. Maintenant, on vous donne la possibilité, dès que tu as cette ordonnance, tu as la possibilité de l'attaquer. C'est pour dire au docteur que c'est pas forcément parce qu'on ne l'a pas convoqué qu'on a forcément bafoué tous ses droits. Tout dépend des tests, de ce qui est prévu dans les tests. Okay. Merci. Didier Binaï. Vraiment la mafia. Monsieur Oufra, s'il vous plaît. Didier Binaï qui dit, bon, soyons disciplinés sur le plateau. On l'est. L'autre, Odile Larissa, Hensdorf, le direct se coupe. Que la technique veuille bien s'activer au niveau du direct. Voilà. Le temps pour moi d'accueillir Njana Thomas qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Armand et merci à tous les co-panélistes qui sont là. J'adresse également mon bonsoir à nos milliers de téléspectateurs. Et par la même occasion, je m'excuse pour mon léger retard. D'accord. Alors, nous continuons avec le cas Ahmad. Mais avec vous, nous allons lancer, n'est-ce pas, le portrait des autres candidats. Par exemple, le Mauritanien Ahmed Yahya. Quelles sont ses chances, selon vous, de pouvoir succéder à Ahmad, le Mauritanien? Il faut pouvoir dire, Armand, que tous ceux qui vont devoir concourir à ce poste partent avec des chances égales. Parce que c'est chacun d'entre eux qui présentera un programme. Et je pense que celui du Mauritanien ne fait pas pâle figure. Donc d'une manière comme d'une autre, sans pouvoir m'aventurer, je ne peux pas dire ici que je donne un pourcentage de chance au Mauritanien, mais je sais que d'une manière comme d'une autre, pour peu qu'il ait décidé de mettre sa candidature, il a certainement suffisamment jugé. Le Mauritanien peut-il bénéficier, n'est-ce pas, du soutien des pays du septentrion, du Maghreb? Cela va sans dire. Cela va sans dire. Puisque au regard... cela va sans dire que le Mauritanien bénéficiera certainement du vote du Maghreb. Que, de ce côté-là, on sait très très facilement se serrer les coudes. D'accord. Merci. Bertrand, l'Ivoirien Jacques Anouma, un vieux briscard. Quelles sont ses chances? Oui, je voudrais d'abord, comme vous avez parlé du Mauritanien, je voudrais te dire que c'est quelqu'un qu'on a accepté sa candidature partiellement. Donc la candidature n'était pas déjà acceptée, validée.
Et il a même saisi la CAF l'autre jour, le secrétariat général de la CAF, pour dénoncer déjà cette conspiration contre lui. On attend la mafia. Ce soir, c'est ce 11 qu'on devrait avoir la liste la shortlist. Et aussi, ce Mauritanien a bénéficié d'un appui, un support, disons, quelqu'un, la fédération royale marocaine, oui, qui supportait déjà Senghor. Donc voilà, donc il a eu cet appui-là. Et vous connaissez, le Maroc soutient beaucoup de pays en Afrique, à l'occurrence la Mauritanie, parce que presque le football mauritanien, et je parle au niveau de la fédération, est un peu subventionné parce que la géopolitique, Mauritanie, Maroc, avec le Front Polisario, est-ce qu'il n'y a pas une connotation est-ce que cela ne peut je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a eu cette paix des braves là-bas. Parce que tout le monde s'attendait, comme je vous le dis, que le Maroc, dans les petits papiers déjà, le Maroc soutenait Senghor, le Sénégalais. Mais ça fait quelques jours que le Maroc a manifesté et que sa sympathie pour les Mauritaniens. Justement, ce que je voudrais vous dire, c'est que peut-être au niveau de la politique, mais je vous parle au niveau du football, tous les stages des équipes nationales, parce que j'ai fait dedans, de la Mauritanie se font au Maroc. Je suis là-dedans, je vous assure, les fédérations souffrent beaucoup. Vous pouvez voir même ici, déjà au Chan, on va arriver. Il y a des fédérations qui n'ont pas assez de moyens. J'ai toujours décrié cela parce que peut-être ça me donne souvent ce qu'on appelle en espagnol rabia, que je ne comprends pas ces pays-là. Chaque fois, il y a élection, mais ce sont eux qui se précipitent pour aller briguer des mandats électifs, qui veulent être présidents de ces fédérations, mais quand vous leur proposez un match amical, ils veulent que c'est le pays qui doit les accueillir, qui doit tout financer, qui doit les payer les joueurs et consorts. Or que ça ne se passe pas comme ça. Donc, pour revenir à la candidature de ce Mauritanien, Ahmed Yahya. Oui, Ahmed Yahya, s'il est soutenu par le Maroc, ça veut dire que le Maroc, lui seul, pèse au moins déjà pour 10 ou 11 pays. 11 fédérations dans sa candidature. Et ce qui est d'Amouma, c'est quelqu'un que je connais très bien, c'est quelqu'un qui est très éloquent. Il a même titillé une fois déjà le vieux. Oui, donc ça n'a pas prospéré et ça lui a même valu beaucoup de problèmes parce qu'il a été suspendu. Justement. Parce que M. l'a dit, Amouma a été suspendu. Il était membre exécutif, il est sorti de ce membre, il était membre au niveau de la FIFA, on l'a levé parce que il s'est opposé farouchement à un dinosaure qui n'a pas de tâches. Vraiment, c'est ce qui n'avait pas de tâches. Non, il n'en a pas parce que jusqu'à maintenant, il va casser ses occupations dans son village tranquillement. Donc voilà. Donc je me dis que c'est quelqu'un qui a la suite dans des idées, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'écosystème du football africain, c'est quelqu'un qui peut apporter des réformes, c'est quelqu'un qui peut faire avancer des choses, c'est quelqu'un qui est très dynamique et il a aussi un très bon carnet d'adresses. Donc on se dit peut-être que avec c'est la géopolitique et qu'on sort, même parce que cette géopolitique là, même au niveau de la FIFA, n'a pas prospéré parce que les États-Unis sont venus pour venir avec le droit de veto à la FIFA, à savoir qu'il y a les grands pays qui doivent compter et les petits pays. La FIFA a rabroué, ils ont dit que Bahreïn a un vote, les États-Unis ont un vote. Donc on n'a pas dit que comme les États-Unis ont choisi la France,
et ils doivent aller ensemble et ils gagnent. Donc voilà, je ne pense pas que ça compte beaucoup. Donc nous allons suivre les programmes et au fil du temps, nous allons voir les tendances. D'accord. Alors, Monsieur Foula, la candidature du milliardaire sud-africain, est-ce que les membres de la COSAFA peuvent faire bloc derrière celle-ci pour, pourquoi pas, laver leur honneur au regard de ce qui leur est arrivé à travers le malgache Ahmad Ahmad? Oui, moi je crois que c'est celui, je ne veux pas jouer au devin ici, mais je crois que c'est la candidature qui risque de passer. D'abord parce que il y a un fort sentiment d'injustice à ce qui vient d'arriver à Ahmad Ahmad, qui n'est pas un saint. Mais on l'a toujours dit, lorsque vous voulez enlever quelqu'un, il faut quand même au moins respecter les règles de l'art. Et aussi, il y a ce ressentiment qu'ont les fédérations de l'Afrique australe, du fait qu'elles ont toujours été, comment dire, mises à l'écart de tous les grands instants décisionnels. Et donc, il y a... Et que pour une fois, comme voilà, pour une fois qu'ils ont la possibilité. Le premier président de la CAF était éthiopien. Je parle d'Afrique australe. Là, nous sommes en Afrique australe. Je ne parle pas d'Afrique orientale. Je parle d'Afrique australe, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Donc, ce fort sentiment d'abord d'injustice en ce qui concerne Ahmad Ahmad, et puis ils estiment qu'on les a toujours mis à l'écart. C'est le moment donc pour eux de ressouder les rangs et pour laver l'affront qu'on a fait passer. C'est elles qui ont permis, entre autres, à ce qu'Ahmad Ahmad soit d'abord élu à la tête de la CAF. Maintenant, il y a aussi le poids diplomatique quand même de l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud n'est pas le premier venu en matière. Ces élections, c'est bien. Un pays anglophone, il peut entraîner... Voilà. Donc, il va rallier beaucoup de personnes à sa cause. D'abord, l'Afrique australe, les pays anglophones, et puis, comme vous l'avez dit lui-même, il a un cahier d'adresse, il a un relationnel. Et il va surtout bénéficier, comment dire, des divergences qui malheureusement vont miner les autres candidats. C'est-à-dire entre le Mauritanien, le Sénégalais et autres, ça ne sera pas la parfaite entente. Moi, je crois qu'au finish, c'est le Sud-Africain qui risque de gagner cette élection, d'autant plus que jusqu'à date, il n'est pas regardé comme un mouton noir du côté de la CAF, du côté de la FIFA. D'accord. Donc ça risque d'être là le prochain président de la Confédération africaine de football. Ok. Maître, l'Afrique de l'Ouest qui présente deux candidatures, celle de Jacques Anouma et le Sénégalais Senghor. Est-ce que ce n'est pas des voix grappillées comme cela? Est-ce que les deux ne se seraient pas entendus et pourquoi pas présenter un seul candidat pour, n'est-ce pas, accroître les chances de l'Afrique de l'Ouest de pouvoir, n'est-ce pas, être à la tête de la CAF? Oui, ça dépend de la vision de chacun. Je ne sais pas déjà s'ils ont déjà eu à s'entendre par rapport à ça. Ça dépend aussi de la rivalité qui existe entre les deux pays. Mais aussi, je pense, je ne sais pas si c'était Jacques Anouma ou le Mauritanien que j'avais entendu sur les ondes une fois, qui disait que même à la dernière minute, il peut toujours avoir des alliances. Donc pour le moment, déjà, tout est possible. Ne pensons pas qu'il ne peut plus avoir alliance. Mais jusqu'à la dernière, même le jour de l'élection, même, les gens peuvent s'entendre et trouver une candidature unique. Donc peut-être les gens de l'Afrique de l'Ouest, ça fait partie de leur plan que chacun essaie de gravir déjà un peu le maximum pour peut-être à la fin ils vont s'unir. Bon, là je ne peux pas dire si ce sera effectif ou pas, parce que je ne suis pas dans le secret de Dieu. Just wait and see. On verra ce que l'avenir va nous réserver. Et pour donner mon pronostic, moi je pense que tous là, ils vont à chance égale. À chance égale, c'est du 50-50. Sauf que aussi, il faut déjà faire la petite remarque, comme M. Non l'a fait tout à l'heure, celle de savoir que pour le moment, la candidature du Mauritanien a été acceptée partiellement, ainsi que celle aussi du Sud-Africain. C'est vrai que les gens pensent que le Mauritanien est le pion d'Ahmad, que c'est lui que Ahmad veut placer pour venir à sa place. Des gens pensent aussi, d'aucuns pensent aussi que le Sud-Africain est celui qui est pisté par la FIFA, parce que j'ai entendu dire que la FIFA aimerait placer un président à la CAF qui vont maîtriser. Qui vont maîtriser, parce que le président de la CAF est probablement un vice-président de la FIFA. Il ne voudrait pas avoir quelqu'un qui va venir. Qui leur sera hostile. Ce qui est sûr, c'est que dans tous dans ces élections et dans une autre institution comme la FIFA,
ça rime avec la mafia. D'accord, comme elle l'a testé tout à l'heure. Non, si c'est pour le côté, c'est le côté, d'accord, il n'y a pas de la mafia. D'accord, nous sommes tous je voulais dire qu'il y a impossibilité d'entendre. Je ne serai pas très long, entre le Mauritanien et le Sénégalais pour une raison. Non, moi, je parle Sénégalais, d'Ivoirien. Oui, j'en arrive. Sénégalais, Ivoirien, Sénégalo-Mauritanien. Je vais m'appesantir sur le Mauritanien et le Sénégalais. J'explique. Sur le plan anthropologique, l'un des reproches qu'on fait à la Mauritanie, c'est il y a M. Donké à côté de moi qui va il va confirmer ou pas. L'un des reproches qu'on fait à l'État de Mauritanie, c'est de ne pas avoir, je demande des excuses, une très haute estime pour ceux qui ont la couleur noire. Ouais. C'est-à-dire qu'on estime que là-bas, et c'est un État de 2 poids, 2 mesures. Donc l'État mauritanien, peut-être pas sur le plan institutionnel, mais il y a quand même de forts élans. Voilà, de forts élans, c'est-à-dire, je ne veux pas dire de tribalisme, de racisme. Donc il est pratiquement impossible pour les Sénégalais et pour tous ceux qui sont avec eux de soutenir la candidature mauritanienne qui est soutenue par un État qu'ils estiment. Et cela m'a causé par le passé plusieurs conflits entre l'État du Sénégal. Vous savez que c'est 2 États limitrophes et chacun accuse l'autre de soutenir l'opposition ou alors les contradicteurs de l'autre. Est-ce que cela est-il possible? J'en doute. Et vous avez très bien vu en disant que cela ne va contribuer qu'à l'émiettement des voix. Il aurait fallu, de mon humble point de vue, que l'Afrique de l'Ouest trouve un candidat consensuel, un candidat fédérateur, un candidat rassembleur. L'Afrique de l'Ouest va d'office à cette élection désavantagée. Parce qu'en interne, il y a déjà beaucoup de fissures. D'accord. Pierre Claver, on sort avec le Sénégalais, Augustin Senghor. Il a d'ailleurs été pressenti pour succéder à Ahmad Ahmad à la tête de la CAF. Il a été pressenti pour assurer, n'est-ce pas, l'intérim à la tête de la CAF. Quelles sont ses chances? Écoutez, je vais donner mon point de vue, il est général. Parce que quand je regarde la configuration, vous savez, en Afrique, la langue la plus causée, c'est l'anglais. Non, d'ailleurs. Et maintenant, n'oublions pas, ça fait des décennies. Les francophones ont les rois de faveur pour gérer la distance routière. Et je crois que là, il ne faut pas se regrouper là-dessus. Ça c'est un pesant d'or parce que le milliardaire sud-africain. Effectivement, parce que le pays anglophone dit mais tiens, il y a aussi telle question qu'un des nôtres soit au firmament. Donc c'est un poids qu'il ne faut pas négliger. Voilà, donc en ce qui concerne le Sénégalais lui-même, je crois que c'est vrai, il est dans la maison, il est dans les rois de cette fédération depuis des années, il maîtrise. Maintenant, est-ce que, comme le disait le professeur, et comme d'ailleurs l'ont dit tous les companélistes, ils ont dit, les gens, c'est 50-50. Mais sauf qu'il y aura un problème géopolitique qui va devoir entrer en jeu. Entre la Mauritanie et le Sénégal, c'est la cassure. Il ne faut pas qu'on se leurre. C'est une cassure parce que déjà, dans leurs frontières, c'est pas concordant. Donc ça peut se répercuter dans le sport. Puisqu'on sait que l'humain c'est qu'il est, il y a des gens qui sont rancuniers. Donc je dis c'est du 50-50, mais entre la Mauritanie et le Sénégal, il ne faut pas se leurrer, il y a cassure. Alors Thomas, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un président de la CAF pas du tout inféodé à la FIFA? Je pense que... On a vu que Ahmad Ahmad, ces problèmes viennent, n'est-ce pas, non, ces problèmes viennent, n'est-ce pas, de sa rébellion, si je puis le dire, de son entêtement, de son opposition, n'est-ce pas, à son mentor, qui était Gianni Infantino. C'est de là que partent, n'est-ce pas, tous ces problèmes. Est-ce que la FIFA, à travers cette élection, ne va pas militer pour un candidat qui sera pratiquement à sa solde? Moi, je pense que c'est à ça qu'il faut s'attendre, parce que le football a, tel qu'on le disait sur ce plateau, ses règles. Et
On a des que les règles même ignorent. On a des strates. On a des strates. Le chapeau de la maison, c'est la FIFA. C'est la mafia. Moi, je l'aime pas assez. Je l'aime pas assez parce que je dis toutes les structures ont leur mode de fonctionnement. Justement. Moi, je préfère que nous parlions du mode de fonctionnement du milieu du football. Et je dis que la superstructure, c'est la FIFA. Ouais. Et il faudrait un programme, aimerait voir ces confédérations et les fédérations l'accompagner. Donc, avoir donc sous cette structure-là des satellites, ce ne serait pas du tout de nature à... C'est de bonnes guerres, d'ailleurs. C'est de bonnes guerres, moi je pense. Mais est-ce que cela peut-il desservir l'Afrique des gens? Oui, ce que moi je voudrais vous dire, c'est que... S'inféoder à la FIFA peut-il desservir le foot africain? Non, ce que je voudrais vous dire, c'est que les co-panélistes n'ont pas compris que le candidat de la FIFA est clair, c'est Senghor. Pourquoi? Parce que c'est sa sœur qui est au niveau secrétaire général. Et comme on ne voudrait pas laisser déjà ce poste-là, ils ont tout fait pour essayer de vouloir mettre un pion qui est le leur et qui est... Et vous pensez que... Vous avez vu... Senghor serait la bonne personne pour... Senghor, c'est le pion même de la FIFA. Parce que vous ignorez peut-être la première destination africaine qu'a pris Infantino quand il est venu. Quand il a été élu, c'était au Sénégal. Il est allé au Sénégal. Donc, vous pouvez comprendre qu'ils ont... Chez sa secrétaire générale. Et beaucoup d'acquaintances. Avant même qu'elle le soit. Avant qu'elle le soit. Oui. Donc, il y a beaucoup d'acquaintances de ce côté-là. Et sachant que Samoura aussi, en mars, là, elle va cesser d'être secrétaire générale à la FIFA. Ouais. Donc, vous comprenez que vous avez vu, presque toutes les candidatures étaient déjà là. Pour Senghor est venu un peu tardivement. Et elle est la première, à être validée. Donc, comme le professeur Poula disait, la mafia, peut-être que c'est l'autre disait le mode de fonctionnement, c'est peut-être le mode de fonctionnement de la FIFA qu'ils veulent toujours avoir, puisque je ne sais même pas, ce n'est même pas difficile aussi à comprendre, hein. La FIFA subventionne énormément le football en Afrique et dans le monde. Il faudrait que vous compreniez cela. Beaucoup de fédérations vivent rien qu'à travers les subventions de la FIFA. Parce que beaucoup de fédérations, je ne fais que vous dire, même la camerounaise ne produit pas. Pourquoi? Parce que vous allez voir, on a quel sponsor. Même quand on nous parle de coq, on ne sait pas ce que coq sportif donne. Aucune vous allez voir que les gens vont bagarrer parce qu'il y a les subventions de la FIFA. Et comment voudrez-vous donc que quelqu'un qui vous donne de l'argent, il ne met pas son œil? Il faudrait vraiment que vous qu'il ait un droit de regard. Ce que les fédérations refusent aux États. Oui, c'est que les fédérations refusent aux États. C'est parce que je suis en train de vous dire, je suis en contact avec pas mal de fédérations dans le monde. En Europe, il y a un mode de fonctionnement. Ce sont des fédérations autonomes. Oui, ils ont leurs sponsors, ils ont leurs biens, ils ont des choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui leur appartiennent. Mais au moment où vous quittez l'Afrique du Nord, vous tombez directement dans des fédérations que à peine on vous montre un siège. Vous comprenez donc que les gens qui bagarrent pour être là, ils doivent d'abord être en odeur de sainteté avec la FIFA. Parce que si ce que vous allez, vous n'êtes pas d'accord avec ce que la FIFA vous impose,
On va vous couper, on va couper les vivres. Et vous allez vivre comment? Vous comprenez que c'est un peu compliqué. Donc, le candidature... C'est compliqué pour les fédérations africaines de s'affranchir de... Non, c'est très très difficile. C'est même encore... il faudrait beaucoup de temps. Il faudrait que les gens comprennent cela. Parce que je le parle, parce que je suis en contact direct avec ces gens-là. Il faudrait que les gens comprennent. Comment se fait-il que une équipe, une fédération ne peut pas payer son entraîneur, c'est l'État qui paye. Or en Europe, c'est la fédération qui paye l'entraîneur. Vous voyez donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, si bien que ces présidents que vous voyez en Afrique viennent pour gérer l'argent qui vient de la FIFA. Parce qu'eux-mêmes ne produisent pas. D'accord. Alors, à propos de candidature, la candidature de Sédou Bobondia pour être membre du comité exécutif de la CAF qui a été bloquée. La commission de gouvernance estime que des vérifications complémentaires sont nécessaires avant une décision finale. Quel est votre avis sur la question? Monsieur Fla. Oui. Avant de parler du président de l'Africa Foot, je voudrais dire deux choses. D'abord, en matière de droit, Maître était souvent abondant. Il y a la notion de recel. Ce que je veux dire, Armand, c'est que lorsque vous êtes au courant de ce que fait un ami, vous êtes au courant, je dis bien que ça ne vous surprend pas. Et lorsque vous bénéficiez directement ou indirectement des faits et des méfaits de cet ami, vous êtes receleur. Ça signifie que lorsqu'il faut punir ce monsieur, vous qui étiez au courant directement ou indirect, et dès que vous étiez au courant, vous ne pouvez pas être à l'abri des sanctions que l'on va prononcer à l'encontre de ce malfrat. Je vais faire allusion ici au conflit qui oppose Amar Ahmad et à ses amis la FIFA, qui étaient au courant de tous les exploits de Amar Ahmad. Maintenant, ce que je veux aussi dire, c'est que le Sud-Africain va gagner. Je crois que c'est... J'oublie son prénom, c'est Pierre Claver. Pierre Claver qui a raison, parce que Sadou Yatou aura fait tout le temps qu'il aura fait, il est francophone. Avant lui-même, paraît-il. Issa Yatou. Il y a eu TC Mali Kachev qui a fait également. Il y avait d'abord un francophone. En plus, il y a eu Yatou. En plus, il y a eu Amar Ahmad. Donc, je crois que même ne serait-ce que par élégance linguistique, il est clair que les anglophones, il y avait une option, non, c'était pas une option avant ça. Les anglophones, Yatou aura mis assez de temps, c'est 30 ans, m'a-t-on dit. Il a été élu en 88 et il est parti dans des conditions que vous connaissez. Et puis il y a eu un autre francophone. Ça risque de donner lieu à ce qu'on appelle une parade des francophones. C'est pour ces raisons que, à ce qui me concerne, je confirme que ce sera le Sud-Africain. Maintenant, pour le président de l'Africa Foot, d'abord j'admire son courage d'avoir posé sa candidature, parce que quelqu'un qui a autant de dossiers, de griefs, il faut parfois faire quand même l'unanimité d'abord. Il bénéficie aussi de la présomption d'innocence dans la mesure. Vous il n'a pas été suspendu. Il y a deux genres de présomption. Non, il n'y a pas deux quelqu'un qui accumule les procès perdus. Et ce n'est pas bien. Parce qu'il y a deux autres qui arrivent. Moi, je félicite son courage. Mais ce que je lui souhaite quand même, c'est qu'avant d'aller postuler quand même à l'extérieur, à l'international, il faudrait qu'il s'assure quand même qu'au village, au niveau de sa base, qu'il soit en conformité avec tout le monde. Ce qui est très loin d'être le cas. D'accord. Mais sauf que Sédou Yatou et Sédou Bobondia, autant pour moi, est quand même en attente, n'est-ce pas, de la sentence du TAS concernant l'affaire Meganga. Est-ce que... Oui, Pierre Claver. Je voudrais pas dire au niveau de Sédou. Sédou était le chef du cabinet de Issa Yatou. Donc,
peut-être qu'il y a des petites choses en suspension de ce côté-là. Ça ne regarde pas le Cameroun parce que le Cameroun lui a donné le quitus pour pouvoir postuler, parce que ne peut postuler que quand vous êtes porté par votre gouvernement. Donc peut-être que c'est à ce niveau-là qu'il y a des petites vérifications à faire, parce que c'était lui qui était le chef de cabinet. Le chef de cabinet. Donc c'est à ce niveau-là. Comme aussi il y a l'ancien président est parti, on ne sait pas si peut-être il aurait des choses à se faire, à se reprocher de ce côté-là. Donc c'est à ce niveau-là peut-être qu'il y a des vérifications à faire, mais au niveau du Cameroun, c'est le gouvernement qui reçoit, qui donne son option, qui donne quitus. Oui, son quitus, qui signe même un papier officiel, parce que vous êtes adossé sur votre pays pour poser, vous ne pouvez pas vous lever. Mais c'est curieux quand même que l'État camerounais, donc que l'Africafoot vilipende, enfin je voudrais dire, parfois méprise, qui est quand même cette complicité-là quand il faut briguer des mandats à l'extérieur. Non, moi quand on connaît les conflits à l'interne, État. Je vous parle au niveau de la CAF. Moi, je ne connais pas d'autres problèmes là. Je vous dis que pour postuler à l'international au niveau de la CAF, il faudra avoir... Pour être membre du comité exécutif, il faut postuler, que ce soit de la CAF ou bien de la FIFA. Ton pays doit apporter un papier qui dit que tu n'as pas de problème et que tu es soutenu d'abord par le pays. Donc c'est comme ça, et c'est le ministre des Sports qui doit vous signer ce document qui fait partie des pièces qu'on verse au dossier pour pouvoir soutenir une candidature. D'accord. Pierre Claver, vous souhaitiez dire un mot sur la candidature? C'est vrai, je voulais dire tout simplement que et Bertrand vient de si bien le dire, quand un président de l'Africafoot postule, c'est la Fédération camerounaise de football et l'État du Cameroun a le droit, l'obligation, le devoir de l'accompagner, parce qu'il s'agit sur le label Cameroun qui va l'État peut aussi refuser, non? Oui. L'État peut refuser, vous n'allez pas postuler. Vous n'allez pas postuler. Mais il y a quand même une histoire, une chose qui est vraie, c'est que c'est vrai, ce n'est pas blanc comme neige, mais il faut d'abord sauver le label Cameroun doit se vendre. On le sauverait bien. Vous avez compris, le label Cameroun doit se vendre. Alors maintenant le reste, on va voir ça à l'interne. Mais d'abord, là-bas, il faut aller postuler pour vendre le label Cameroun, parce qu'il doit se vendre chèrement. C'est un peu dans cette optique-là que moi je vois la chose. D'accord. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire l'unanimité. Quel qu'en soit le cas. Que vous soyez, même Dieu ne fait pas l'unanimité. Justement. Vous comprenez, non? S'il faut attendre qu'on fasse l'unanimité, on ne va jamais faire l'unanimité. Donc c'est ce qu'il faut dire. Et de deux, c'est pas parce que vous avez les problèmes au Cameroun que vous allez mettre ça sur la place publique. Moi je pense que le c'est là-bas en famille, et je pense que si le ministre l'a fait, je pense qu'à un moment donné il faudrait, parce que qui mieux que le président de l'Africafoot est mieux placé pour briguer ce poste. Bah maintenant, il ne faudrait pas toujours qu'on ramène nos conflits sur la place publique, ainsi de suite, qu'on ait de la rancune, parce que tel avec eux, parce qu'il y a eu tel conflit avec la Ligue, parce que tel, ça veut dire que non, tu vas passer, il faut le saboter, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, quand si on le fait, c'est l'image de notre pays qu'on tient. Et en plus, c'est vous qui dites qu'il y a des problèmes avec le gouvernement. C'est vous qui le dites. Non, ben on dit. Non, mais c'est vous qui le dites. Voilà, vous avez les faits maintenant prouvent le contraire qu'il est en pavé harmonie. Parce qu'effectivement, si vous voulez rentrer dans ce débat-là, s'il était en problème avec eux, le gouvernement n'aurait pas donné son accord, surtout le ministre des Sports n'aurait pas donné son accord. Quand on peut être représenté par le ministre des Sports. Donc, je pense que c'est les Camerounais qui aiment toujours lire les lettres dans l'enveloppe, aller créer des polémiques là où ça n'existe pas. On peut avoir des points de vue divergents sur une situation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus se mettre ensemble pour redorer le pays. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ces choses. Toujours savoir comment à un certain moment taire les querelles, parce que après tout, on peut même faire la paire des braves. Après, qui gagne? C'est le Cameroun qui gagne. Ça ne sert à rien de remuer le couteau dans la plaie à chaque fois, remuer le couteau dans la plaie. On ne va jamais arriver
on ne va jamais arriver au bout du tunnel. Et ce que nous disons, le premier élément du sport, c'est le fair play. On peut avoir n'importe quel problème, mais après on fait table rase et on avance pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt du sport ramené, pour l'intérêt de tout le monde, l'intérêt commun. En quelques secondes, et ici il ne s'agit plus d'un linge sale interne. Je ne veux pas justement remuer le couteau dans la plaie, comme mais il y a deux dossiers. Il y a deux dossiers que le président Bobo Dioula tient au niveau de la CAF. Et qui ont même milité beaucoup pour le départ du président Ayatou. D'abord, c'est le dossier de la retransmission et surtout le dossier de sponsoring. Qu'est-ce que je veux dire? Il y avait une société allemande qui était en pole position, bien entendu, en matière de sponsoring au niveau de la CAF. Sans appel d'offres. Je dis bien sans appel d'offres. Cette entreprise qui avait une offre consistante, nous dit-on qu'il y avait des offres 3 ou 4 fois supérieures, a été décisive. Je parle de la CAF, je ne parle pas du Cameroun. Oui. J'ai dit au niveau de la CAF. C'est la Cadet qui a gagné. Très bien. Ce sont les Français qui ont gagné ce contrat sponsoring sans appel d'offres. C'est qui sont Cameroun de l'ordinaire. Donc ce dossier est encore pendant. Je ne parle même pas des problèmes, des miracles du Cameroun. Wow. J'ai dit au niveau de la CAF. Et parmi ceux qui pilotaient ce dossier, il y a justement Bobo Dioula. Donc il faudrait. Moi je pense qu'à un moment les États doivent être prudents. C'est bien, j'entends qu'il y a l'intérêt supérieur. On doit. D'ailleurs, c'est l'affaire Meganga qui est pendant et la décision sera donnée. Non, ça ce sont les dossiers internes. Je dis qu'au niveau de retransmission TV et de sponsoring au niveau de la CAF, il y a 2 menaces qui pèsent. Donc l'État du Cameroun, que je connais. Selon vous, ça devait être. Non, je pense il faut être prudent. Parce qu'il faut pas. C'est le même dossier qu'on était à Ahmad. Très bien. Parce que Ahmad a saisi ce dossier. En saisissant ce dossier, il a dit qu'il y a eu bref, il n'a pas accepté la manière que le dossier a été. Il a été très clair. Mais malheureusement, on n'a pas besoin d'être juriste. Oui, mais malheureusement, c'est toujours la même société qui a continué, non seulement en continuant, ils ont même baissé, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'un État, quand même, avant d'accorder son onction, je suis d'accord avec l'État, doit quand même essayer de faire le tour d'horizon. Est-ce que ce monsieur à court, moyen ou long terme ne va pas être un problème pour nous? Il faut même parfois éviter être proactif. Le type c'est là. Moi je suis d'accord avec le ministre, mais quand même. Ok. Pour sortir il y a des menaces qui planent. Il y a des menaces qui planent à l'horizon. Le professeur dit quelque chose d'assez sérieux. Et je voudrais quand même dire que jusqu'à preuve de contraire, on a parlé de. Je vous ai entendu parler de géopolitique, de stratégie ici sur ce plateau. Je pense qu'on rentre de plein pied là-dedans en parlant de cette candidature de Seydou au niveau du comité exécutif de la CAF. Parce que, voyez-vous, le Cameroun entend ne pas être à la traîne. Il est question de tout faire pour garder un poste de choix. Durant la mandature d'Ahmad, le Cameroun n'a pas été. On va pas voir une deuxième mandature démarrer. La prudence de monsieur Mfoula. Il y a une menace. Que la prudence de monsieur Mfoula est quelque chose d'assez sérieux. Mais toujours est-il qu'il faudrait que le Cameroun ne perde pas cette opportunité, cette occasion, n'est-ce pas, d'avoir au niveau du bureau exécutif. D'accord. Pour sortir, j'étais en train de dire que Jean-Marie, tu nous as Philippe Duchesne et puis on passe au dernier sujet. Ok, ce poste au niveau du bureau exécutif ouvre déjà les portes d'être un vice-président de la CAF. Donc vous comprenez que les enjeux sont énormes. Donc voilà pourquoi ce qui aggrave la situation. Nous devons soutenir c'est même ça qui aggrave la situation. D'accord, une petite transition et on se retrouve juste après pour parler du sujet concernant le Tchad. For the love of the game, we are come together as one.
sur ce plateau. Nous sommes là de plein pied dans le Chan qui débute, n'est-ce pas, ce samedi. Ce sera au stade Omnisport de Yaoundé. En ouverture, le Cameroun affronte, n'est-ce pas, le Zimbabwe. Mais avant cela, nous essaierons, n'est-ce pas, de nous projeter déjà vers l'avant, essayer de souligner quelques points saillants qui, n'est-ce pas, attire notre attention, en commençant déjà par, on peut dire que les choses se précisent, hein, les choses ont véritablement pris corps la semaine dernière avec ce communiqué du ministre, n'est-ce pas, qui donnait les modalités d'accès au stade. On peut saluer déjà le courage de l'État, le courage qui a animé, n'est-ce pas, l'État camerounais, la CAF, n'est-ce pas, en pleine pandémie, d'accepter, n'est-ce pas, ouvrir cette compétition au public, monsieur Thomas. Oui, c'est à saluer que la CAF est en étroite collaboration avec le Cameroun et penser qu'il faille que cette fête puisse être vécue en direct sur les aires de jeu par des spectateurs. Mais c'est bien comme d'une manière comme d'une autre, ils ont tout de même pris soin de limiter. On parle de 25% pendant tout le tournoi et ce n'est qu'à partir des demi-finales qu'on, certainement, si les contrats sont bien remplis au niveau de cette sécurité sanitaire, qu'on montera au niveau de 50%. Moi, je crois qu'il va falloir en ce moment-là respecter de manière stricte toutes les mesures barrières. D'ailleurs, je suivais le directeur du tournoi, M. Dissak Mbargasso, aujourd'hui, qui disait que ceux qui n'arboreront pas de masques seront purement et simplement expulsés des stades. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien pour les spectateurs. D'accord. Pierre Claver, 25%, le taux de remplissage, n'est-ce pas, lors de la phase de groupe, c'est assez? Non, c'est assez avec le post-Covid. Il ne faudrait pas cracher là-dessus parce que vous savez... Peut-on parler de post-Covid? Nous sommes encore en plein Covid. Voilà, donc on est en plein Covid, donc c'est tout à fait normal. Il ne faudra pas cracher sur les 25%. D'ailleurs, on partira de 25 pour 50. On va aller crescendo. Lors des demi-finales. Si toutes les règles sanitaires sont respectées à la règle. Et je crois que c'est une aubaine. Et on doit tout souvent dire merci à l'État du Cameroun parce que là, elle a su braver certaines barrières pour que cette compétition soit vécue par son public, le peuple camerounais qui est un amoureux fou de la balle ronde. Malgré que aujourd'hui, permettez que je sorte par là, qu'il y a quelques doutes, mais je dis souvent au peuple camerounais. Il y a doutes à quel niveau? Au niveau de notre sélection, ça s'achète. On y arrive. Bertrand, 25% pour un pays où tout le monde est footballeur. Vraiment, on comprend un peu le désarroi du public camerounais parce que beaucoup espéraient, n'est-ce pas, vivre cette belle messe sportive en direct, découvrir les infrastructures. C'est quelque peu frustrant pour le public camerounais. Oui. Quand on sait que à Yaoundé, c'est pratiquement le plein d'œufs
si vous avez des personnes qui ne connaissent pas ça, c'est qui m'a fait beaucoup sourire dans l'intervention de M. Tissa Kembaga. Il parle du port du masque. Heureusement que je ne comprends pas parce qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Parce que le Covid ne se transmet même plus par le masque. Il y a d'autres modes de transmission qui n'ont plus rien à voir avec le masque. Le virus muté. Ce que je souhaiterais d'avoir, voilà, ce que je souhaiterais, c'est qu'à l'avenir, quand même, que l'on laisse quand même la priorité aux spécialistes du domaine. Un siège d'écart pouvait respecter, la distanciation serait respectée. Le taux de remplissage serait peut-être un peu plus élevé, non? Oui. Un siège d'écart entre les téléspectateurs, le taux de remplissage serait peut-être à 50%. Et il y a la totale, Amand, je ne veux pas être long, c'est quand même, le Covid ne peut pas se transmettre qu'au stade. Vous savez qu'il y a des sites de regroupement. Monsieur Bertrand en parlait tout à l'heure. Les vestiaires. Il y a les vestiaires, il y a les supporters, il y a les touristes, il y a même les médias, et il y a surtout les hôtels. Et vous savez, dans ces autres endroits, justement ces mesures qui seront soi-disant appliquées au stade ne sont pas appliquées par exemple à l'hôtel. Vous voyez par exemple des gens qui sont 2 ou 3 4 dans une chambre.